qu'on fait? On prend deux questions. Alors, Catherine Vidal, est-ce qu'on peut donner le micro? Merci. Pour pouvoir libérer tout le monde ensuite. Oui, je voulais peut-être évoquer un autre facteur qui pourrait expliquer à quel point justement le réductionnisme et la façon dont on a envie de penser l'humain en le réduisant à ses gènes et pourquoi pas aux modifications épigénétiques, que derrière aussi ces pensées qui sont à la mode, il y a le fait qu'il y a derrière beaucoup d'argent avec des industries pharmaceutiques qui sont maintenant spécialisées dans la fabrication de gènes, la fabrication de petits ADN qui vont modifier le génome comme ci, comme ça, etc. Qu'il y a énormément d'entreprises, d'incubateurs d'entreprises, de start-up. Enfin, on a tous des collègues qui se sont lancés là-dedans. La manipulation du génome des gènes est devenue une industrie extrêmement lucrative. Et donc, on ne peut pas séparer ça du reste de la réalité que nous avons décrit dans nos expériences. Tout ça se situe dans un contexte non seulement historique, mais aussi social, économique et politique. Merci Catherine Vidal. Vous voulez répondre, Bruno Falissa? Merci. C'est juste une association. Quand j'ai entendu Bruno Falissard qui décrit ces étapes, ces séquences culturelles dans la psychiatrie, des explications majoritaires au pouvoir, etc., il est vrai aussi que, d'une certaine manière, et en écho à la chercheuse qui a réagi à votre exposé, il est vrai aussi, et ça c'est depuis Freud, c'est que ça permet un peu de dégager la complexité, se centrer sur un point. C'est vrai, Freud a dit, bien sûr, c'est le corps et l'esprit, mais bon, je mets le corps et le cerveau du côté parce que j'ai pas des moyens, et j'y vais au niveau de... Alors, les chercheurs en épigénétique, ils y vont aussi. Il y a cette dimension-là aussi qui a résonné en moi quand je vous ai écouté, pourtant tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Voilà. Tenez. Bien sûr, mais c'est toujours les scientifiques ont besoin de paradigmes, ils ont besoin d'un rail pour fonctionner. Sinon, on est éparpillé, on peut pas construire. Le problème, c'est quand il y a une récupération idéologique des résultats scientifiques. Et ça flirte toujours. Puis en plus, dès qu'on est dans un sujet un peu touchy comme le psychisme, on voit dans la partie discussion des articles scientifiques, des fois, des petits dérapages qui sont même plus épistémologiques, qui sont idéologiques, qui défendent une certaine représentation du sujet pensant, en arguant du fait que c'est issu de travaux scientifiques avec un grand S. Est-ce que vous ne croyez pas que dans tout travail scientifique, il y a un implicite idéologie? C'est-à-dire que, par exemple, Georges d'Evreux disait que le choix de l'objet de science est déjà un révélateur de soi, est déjà presque un aveu autobiographique, et qu'il y a un contre-transfert de l'objet de science. C'est-à-dire qu'on aime notre objet de science et il parle de nous et on le fait parler de nous. Alors quand on publie par exemple des travaux de génétique, il y a des tas de gens qui ont été enchantés parce qu'ils trouvaient un alibi au racisme. Dès l'instant, il y a des gens parmi nous qui ont des bons gènes, qui ont un bon cerveau, ils sont de qualité supérieure, et ceux qui ont un bon cerveau, ce sont les blancs aux yeux bleus. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord, je pense que ceux qui ont un cerveau de race supérieure, c'est les chauves. Et que, et que c'est sûrement prouvé scientifiquement. Donc vous êtes d'accord? Et on voit pas, l'ADN connaît actuellement la même aventure. On voit maintenant l'ADN, il y a une dérive sémantique stupéfiante où maintenant il y a l'ADN de l'entreprise. L'autre jour, j'entendais l'ADN de la compagnie d'assurance, on assure nuit et jour, c'est dans notre ADN.
Vous voyez, l'acide désoxyribonucléique d'une compagnie assurance. Donc ça veut dire que de toute façon, dès qu'un scientifique publie quelque chose, c'est récupérable. Donc, vous avez tout à l'heure, ça a été dit, puis ça a même été redit plusieurs fois, il faut faire attention, nous, quand on publie, il faut faire attention au risque d'utilisation et de récupération par un autre. Là, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais il y a aussi l'autre risque. L'autre risque, c'est la méconnaissance qu'il y a une démarche scientifique, c'est-à-dire que la science existe. Parce que de temps en temps, alors pas dans notre milieu, mais je l'ai vu dans d'autres milieux, je racontais ça à table, c'est-à-dire que je racontais quelque chose d'à peu près équivalent à E égale MC2, et il m'a été dit, d'où tu sors ça? Alors, j'ai dit, je sors ça dit, c'est ton opinion. J'ai expliqué que quand même, il y avait des gens qui avaient réfléchi, il y avait des publications, des révisions, etc. Donc ils disent, bon, bah, moi aussi j'ai des tas de copains qui m'appuient. Et donc, il y a même la négation de la scientificité qui est aussi un autre piège, parce qu'on est toujours entre deux pièges. Voilà. Pascal Cacot, je suis psychiatre et je dirige une association de réadaptation. Mais merci beaucoup pour votre journée, elle est absolument formidable. Et évidemment, elle nous laisse rêveurs avec les conclusions ironiques de Bruno Falissard, mais très clairement, cette question est sérieuse et son usage politique est sérieux. Bruno, tu as parfaitement raison, ce sont des éléments rhétoriques, comment raccrocher tout ce qui vient d'être dit, sinon dans une dimension de créativité et de jeu. Mais le monde change terriblement. On envoie une goutte de salive et on va nous prédire nos maladies. Enfin, les faits sont là, ce sont aussi des faits. Et donc je pense que ton idée de dire que les psychothérapies méthylent l'ADN, c'est peut-être extrêmement important de pouvoir le dire pour être pris au sérieux, pour que ce que dit Boris Cyrulnik sur l'effet Temesta d'une relation apaisante puisse être entendu. Enfin, il y a une question d'engagement politique derrière tout ça qu'on ne peut pas négliger. Encore une ou deux questions? Attendez. Je la fais court et je complique les choses. Dans cette même salle, le 5 juin 2019, un certain nombre de sociétés, qui ne sont pas vraiment des sociétés scientifiques, mais qui sont des sociétés savantes, qui rassemblent les obstétriciens, les pédiatres, même les psychiatres et pédopsychiatres, on peut parfois les rassembler, mais aussi les sages-femmes et les puéricultrices, ont décidé que, bien sûr, à la fois parce qu'on sait ça, tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, à la fois parce qu'on a le sentiment intuitif qu'il faut faire quelque chose, ont décidé de se rassembler dans une alliance pour la santé mentale périnatale. Et cette chose-là, qui nous éloigne évidemment un peu de l'épistémologie, qui reste une question passionnante, interroge notre rapport aux politiques publiques. Pourquoi? Parce que les Anglais ont, dans une logique libérale, calculé ce que pouvait économiser une meilleure prise en compte de la santé mentale des mères, et donc des troubles psychiatriques des mères, appelons un chat, je parle comme un psychiatre, comme ce que je suis, pouvait faire, en investissant quelques centaines de millions d'euros par an, faire éviter des milliards de dépenses. Il y a de nombreuses limites à ce type de raisonnement, à cet investissement social. Mais on peut espérer, et pour l'instant ça n'est pas le cas, et je pense que ça ne sera jamais le cas, que cette question-là, d'investir vraiment dans la période, moi je ne parle pas de 1000 jours, hein, Boris le sait, je parle des 1001 jours pour dire que c'est un tout petit peu plus compliqué. Puis déjà, je ne vais pas commencer les 1000 jours aux 3 mois de l'enfant, aux 3 mois de la grossesse, pardon, comme le fait le ministère, pour ne pas faire de peine à la manif pour tous en période de loi de bioéthique. Donc, investir vraiment dans l'antéconceptionnel et dans les premières années de la vie de l'enfant, tout le monde sait, depuis Ekman, qui est un grand libéral, qu'il faudrait le faire. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Pourquoi les scientifiques, d'une part, les usagers, d'autre part, et les professionnels, englués dans leurs pratiques et maltraités, on est bien obligé de le dire comme ça, pas seulement en pédopsychiatrie, en psychiatrie, mais aussi, bien sûr, l'ensemble des professionnels du sanitaire et du social, ne s'allieraient-ils pas pour essayer de faire entendre quelque chose d'un besoin absolu de parier sur la génération suivante, pas sur la nôtre, mais sur la suivante?
C'est la question que j'avais envie de vous poser. Quelqu'un veut... Est-ce que En fait, c'est assez simple, hein. C'est d'abord, c'est de la prévention, et la prévention n'est jamais une priorité parce que c'est pas narcissisant, la prévention, puisqu'on ne voit jamais l'effet qu'on fait. Quand un chirurgien, il voit, il sauve, tout le monde le voit. Quelqu'un qui fait de la prévention, on voit jamais qu'il a sauvé des vies. Donc, on investit moins parce que ça se voit moins. Et le deuxième, parce que c'est associé au care. Et le care, c'est un truc à 3 balles pour des femmes qui ne doit pas être reconnu. Donc, quand on mélange les deux, c'est pas entendu, hein. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se battre, hein. Il faut se battre, il faut le dire, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est dur, il y a des résistances. Dernière question et rapide, s'il vous plaît. C'est juste encore une question sur l'accordage entre les multi-avancées scientifiques dans les divers domaines et la question des étapes historiques. Et si aujourd'hui tout le monde s'accorde que la prévention, c'est quelque chose de très important, n'était-ce pas la même chose qu'on se disait dans les années 50, 60, au moment où la psychiatrie a décidé de mettre en place un système qui couvre tout le pays, avec les secteurs de psychiatrie dont la tâche était de soigner et prévenir. Et nous sommes aujourd'hui à nouveau dans cette période pour dire la prévention c'est important, alors que ce système est en train d'être ravagé complètement par le politique gouvernementale. Voilà. Merci à vous. Alors, messieurs, je vais vous demander une salve de conclusion, mais de 30 secondes chacun, de nous dire quelle est l'idée phare, même si c'est pour vous répéter, que vous souhaiteriez que l'on retienne de cette table ronde. Donc, en 30 secondes, Boris Cyrulnik. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis content d'être venu. J'ai passé une bonne journée, j'ai appris plein de choses, mais surtout, dans les échanges, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que... Personne n'a le monopole de la parole. Les scientifiques, bien sûr, les praticiens aussi, et les parents. Parce que les parents, c'est ceux qui sont en première ligne et qui n'ont pas de formation scientifique, et c'est pourtant eux qui ont à résoudre tous les problèmes. C'est très difficile. Un mot. Il y a une interdisciplinarité possible, et pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle soit offensive et nécessiter beaucoup de travail. Oui, c'est une problématique que je vois moi, chez les adolescents, c'est comment ne pas être trop inquiet quant à son identité, professionnelle en l'occurrence, son domaine de travail et de recherche, parce qu'on échangerait avec d'autres qui ont d'autres points de vue. Et ça, pour les adolescents, on voit que c'est pas si simple. Il faudrait être avec les mêmes, ou sinon on risque d'être menacé dans sa construction identitaire. Je pense qu'on retrouve assez souvent cet enjeu-là aussi chez des adultes professionnels. On peut avoir l'impression régulièrement de reculer, de dire que c'était mieux avant, etc. Mais je crois vraiment que c'est mieux maintenant qu'avant. On a plus de savoir, on a plus d'intégration de ces savoirs, on se pose plus de questions. Et même si on ne va pas directement du point A au point B où on souhaiterait aller, on avance tout doucement. Oui, oui. Oui, juste d'abord, je voudrais dire que c'était un merveilleux moment d'échange démocratique. Mais c'est vrai. C'est vrai, donc on est dans un ministère, ça tombe bien. Il y avait une représentation de... C'était pas un congrès de psychiatres, grâce à vous. Et je rebondis là-dessus. Grâce à vous, il faut être honnête, c'est le monde associatif aujourd'hui qui a la liberté de pouvoir faire des choses créatives. Hein. Voilà, merci beaucoup. Mais ça fait quand même réfléchir pourquoi on en est arrivé là. Hein. Pourquoi... Il y a tout de même, si tu veux, une réponse qu'on peut formuler facilement. C'est que la personne lambda qui se pose des questions ne peut ne pas avoir envie de la poser à un professionnel. Et que donc, si on arrive à faire circuler une parole simple, mais de bonne qualité, je crois que ça pourrait aider, si tu veux, énormément de gens, avant qu'ils arrivent aux professionnels qui les inquiètent. Parce que le fait qu'un professionnel du haut dise « Ah, mais il y a un trouble », ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui met très, très, très longtemps à accepter. Oui. Mais vous avez réussi à organiser cette manifestation. Moi, je ne pourrais pas le faire. Tu vois? Donc ça c'est parce que je ne peux pas avoir la liberté que tu as d'inviter des gens aussi différents. Alors, moi, je voulais d'abord vous remercier tous d'être venus et de nous avoir fait une si belle prestation.
Ce matin, nous avons une belle table ronde de femmes. Plutôt dans la réflexion. Et cet après-midi, une belle table ronde d'hommes. C'est pas de notre faute, hein, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, je suis vachement contente, je peux vous le dire. Enfin, en disant vachement, je donne mon âge, mais c'est pas bon du tout, mais enfin, ça fait rien. Alors, je voulais vous dire merci. Je suis une mère imparfaite et j'ai compris aujourd'hui, je vais le dire ça tout de suite en rentrant à ma fille, je suis donc une mère parfaite. Et ça, je vais vous dire, vous ne pouviez pas m'apporter quelque chose d'aussi beau, imparfait mais heureux. Parce que on peut être imparfait, c'est pas grave. L'important, c'est de trouver le bonheur dans les petites choses tous les jours. C'est ça aussi qu'on va transmettre. Et je voulais finir par quelque chose qui me plaît beaucoup. Ne jugez pas un homme sur ses réponses, mais sur ses questions. Et c'est Einstein. Voilà. Alors, merci pour les questions que vous nous avez apportées.